Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 mars 2020, le 65e jour de l'année et il reste 301 jours pour finir cette année 2020. Le 5 mars, nous fêtons Sainte Olivia ainsi que Kyriane, Olive, Olivette, Oliviane. Le dicton du jour du 5 mars 2020, le meilleur médecin est la marmite. Conseil jardinage du 5 mars aujourd'hui, c'est le moment de terminer les plantations et à racines nues en région froide et de faire des plantations dans la rocaille. La carte du jour est toujours issue du jeu de cartes Un souffle de magie et s'appelle Expectative. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Aujourd'hui, je sais que je dois me détacher du passé pour laisser entrer la nouveauté. J'apprécie tout ce que je possède déjà et je fais de la place pour autre chose encore. Dès à présent, je rends grâce pour les bienfaits qui me seront prodigués à l'avenir. Je chante ma gratitude tandis que les ailes de l'optimiste me soulèvent et me transportent vers l'aventure de toute une vie. Donc, je reprends la suite du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Les bébés sont parfaits. Vous étiez parfait quand vous étiez bébé. Les bébés n'ont rien à faire pour devenir parfaits. Ils le sont déjà et ils se comportent comme s'ils le savaient. Ils savent qu'ils sont le centre de l'univers. Ils ne craignent pas de demander ce qu'ils veulent. Ils expriment leurs émotions librement. Quand un bébé est fâché, vous ne pouvez l'ignorer. Vos voisins non plus. Vous savez aussi quand ils sont heureux, car leur sourire illumine toute la pièce. Ils sont pleins d'amour. Les nourrissons meurent s'ils ne reçoivent pas d'amour. En grandissant, nous apprenons à vivre sans amour, ce que les bébés ne sauraient supporter. Les bébés aiment aussi chaque partie de leur corps, même leur excrément. Ils possèdent un courage incroyable. Vous étiez ainsi. Nous étions tous ainsi. Puis nous avons commencé à écouter les adultes autour de nous, qui avaient appris à craindre, et nous avons peu à peu nié notre magnificence. Je ne crois jamais mes clients lorsqu'ils essaient de me convaincre qu'ils sont abominables ou indignes d'être aimés. Mon travail consiste à les faire remonter jusqu'au temps où ils savaient aimer. Exercice du miroir. Pour l'exercice suivant, je demande à la personne de prendre un miroir, de se regarder dans les yeux et de dire son nom suivi de « je t'aime » et t'accepte exactement tel que tu es. Cet exercice est très difficile pour la plupart des gens. Il est rare qu'ils s'y soumettent calmement, encore plus avec plaisir. Certains pleurent ou sont au bord des larmes, d'autres se fâchent, d'autres minimisent leurs qualités et certains soutiennent même qu'ils ne peuvent le faire. Un homme a été jusqu'à jeter le miroir à travers la pièce et à vouloir s'en aller. Il lui a fallu plusieurs mois rien que pour commencer à établir une relation avec lui-même dans le miroir. Pendant des années, je n'ai regardé un miroir que pour critiquer ce que j'y voyais. Je souris en repensant aux heures que j'ai passées à m'épiler les sourcils pour me rendre un minimum présentable. Je me rappelle que j'avais peur de me regarder dans les yeux. Ce simple exercice est très révélateur. En moins d'une heure, il me permet de détecter les nœuds profonds du problème extérieur. Si nous nous bornons à travailler au niveau de ce problème extérieur, nous perdons notre temps sur les détails. Et dès que nous croyons l'avoir réglé, il refait surface ailleurs. Le problème est rarement le véritable problème. Elle se souciait terriblement de son aspect et surtout de ses dents. Elle courait de dentiste en dentiste pour un résultat qui lui semblait toujours pire. Elle se fit refaire le nez et ce ne fut pas une réussite. Chaque praticien lui renvoyait comme un miroir sa conviction d'être laide. Son problème n'était pas son aspect, mais résidait dans le fait qu'elle en était mécontente. Une autre femme souffrait d'une haleine fétide qui tenait son entourage à distance. Elle étudiait la théologie et affichait l'attitude d'une personne pieuse, toute spirituelle. Mais sous cette apparence couvaient une colère et une jalousie qui explosaient chaque fois qu'elle se sentait menacée par quelqu'un. Son haleine exprimait ses pensées intérieures et elle était agressive même quand elle jouait la gentillesse.
À vrai dire, personne ne la menaçait sinon elle. Il n'avait que 15 ans quand sa mère l'amena chez moi. Il souffrait de la maladie de Hodgkin et n'avait plus que 3 mois à vivre. Sa mère était hystérique, ce qui peut se comprendre, mais rendait difficiles les rapports avec elle. En revanche, le garçon était intelligent et il voulait vivre. Il accomplissait de bon gré tout ce que je lui demandais, même s'agissant de changer sa manière de penser et de parler. Ses parents étaient séparés. Étant séparés et se disputant sans cesse, il avait une existence instable. Il voulait à tout prix devenir acteur. Sa course à la célébrité et à la fortune étouffait sa capacité de bonheur. Il lui fallait la gloire pour s'accepter et se jugeait valable. Je lui ai enseigné à s'aimer et à s'accepter. Il alla beaucoup mieux. Il est maintenant adulte et se produit régulièrement à Broadway. En apprenant la joie d'être lui-même, il trouve de plus en plus de rôles. L'embonpoint est un autre bon exemple de la façon dont nous pouvons perdre beaucoup d'énergie à essayer de résoudre un faux problème. Les gens se battent souvent pendant des années pour maigrir en vain. Ils attribuent tous leurs problèmes à leur excès de poids. En fait, celui-ci n'est que la manifestation extérieure d'un problème bien plus profond. Selon moi, il s'agit toujours de la peur et d'un besoin de protection. Si nous vivons dans la crainte de l'insécurité, ou que nous ne pouvons, ou que nous ne trouvons pas à la hauteur, nous aurons tendance à prendre des kilos superflus comme protection. Nous passerons notre temps à nous reprocher notre poids, à nous culpabiliser à chaque bouchée en pure perte. 20 ans plus tard, nous serons probablement dans la même situation car nous n'aurons pas attaqué le vrai problème. Nous n'aurons réussi qu'à renforcer nos sentiments de peur et d'insécurité, qui nous poussent à prendre du poids pour nous protéger. C'est pourquoi je refuse d'axer mon traitement sur les kilos superflus ou les régimes. Les régimes sont inefficaces. Le seul qui donne des résultats est un régime mental qui consiste à supprimer les pensées négatives. Je dis à mes clients, laissons ce problème de côté et abordons d'autres choses pour commencer. Souvent, ils me disent de ne pas pouvoir s'aimer car ils sont trop gros. Je leur explique qu'ils sont gros parce qu'ils ne s'aiment pas. Dès que nous commençons à nous aimer et à nous estimer, les kilos s'envolent comme par enchantement. Certains clients vont jusqu'à se fâcher quand je leur explique combien il est facile de changer sa vie. Ils ont l'impression que je ne comprends pas leurs problèmes. Une dame s'est énervée et m'a dit « Je suis venue chercher de l'aide pour ma dissertation, pas pour apprendre à m'aimer. » Il m'était évident que son principal problème était de se détester, ce qui retentissait sur toute sa vie, y compris sa dissertation. Elle ne pouvait rien réussir tant qu'elle se dénigrait à ce point. Elle ne voulut pas m'entendre et sortit en larmes, mais revient une année plus tard avec le même problème et bien d'autres encore. Certaines personnes ne sont pas prêtes, il n'y a pas à les juger. Tous nous ouvrons à nos changements quand et où il nous convient. En ce qui me concerne, j'ai dû attendre la quarantaine pour changer. Lecture un peu plus longue que d'habitude, mais je ne voulais pas couper le chapitre. Donc, je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.